Bonjour, nous avons le plaisir de commencer cette série d'entretiens de éthique et investissement avec Jean-François Hénin, le président de Pacifico. Bonjour Jean-François Hénin. Bonjour. Jean-François Hénin est président de Pacifico, qui est une, comment est-ce qu'on appelle ça? Une famille d'office. Un family office, c'est-à-dire en fait effectivement une société de famille, mais au départ vous avez été dirigeant important du groupe Thomson, qui est aujourd'hui le groupe Thales. Vous avez été dirigeant de président d'Altus Finance. Vous avez été président de plusieurs sociétés cotées, EEM et Morel et Trom. Voilà, EEM, Electricité Madagascar, et Morel et Trom, qui, comme vous le savez, a présenté des résultats brillants dans le domaine du pétrole il y a une dizaine d'années à peu près, Une vingtaine d'années déjà, ça va vite. Et vous avez accepté de nous recevoir parce que j'ai souhaité que nous commencions ces entretiens avec quelqu'un qui avait une expérience extrêmement riche de la finance et en même temps un regard marqué par une certaine réflexion spirituelle. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Et je voudrais qu'on commence, si vous voulez. Bon, vous avez écrit très récemment un article dans le Nouvel Économiste qui a fait du bruit sur les questions énergétiques et sur les prix agricoles. On va y venir. Mais je voulais que nous parlions de façon, au début, si je puis dire, de votre début de votre carrière, qui a été effectivement cette expérience intéressante des marchés financiers et particulièrement des marchés d'échange, et de votre regard sur ce qu'on appelle la spéculation, puisque c'est un sujet dont la philosophie vous est propre et tout à fait intéressante pour beaucoup de nos membres, parce que beaucoup de gens sont mal à l'aise avec la spéculation. Alors je vais vous donner la parole pour parler de cette première partie de votre existence professionnelle. Oui, vous commencez par le terme spéculation. En latin, speculare veut dire prévoir. Et maintenant, dans le langage vulgaire, c'est devenu un système de paris sur les marchés et de prise de risque déraisonnée. La spéculation au sens noble du terme est une des caractéristiques de l'être humain qui est en charge d'une question, que ce soit planifier sa vie familiale, ses rentrées, les activités professionnelles. Et en matière de finances, c'est d'essayer de prévoir les évolutions du marché d'échange, du taux d'intérêt ou des matières premières pour au moins en protéger l'entreprise dont on a la charge et éventuellement transformer cet aléa en outil de développement ou en facteur favorable. Alors oui, c'est des notions finalement assez ouvertes de la spéculation que vous avez, c'est vous dites finalement tout le monde est condamné à spéculer, que ce soit sur son logement, sur sa voiture, et donc le problème c'est de faire des choix qui soient des choix éclairés et travaillés, c'est ça votre idée? En fait, vous avez deux attitudes possibles. Vous avez une attitude de dire ah, la spéculation c'est affreux, je prends mon casque lourd, je vais dans le fond de la tranchée et puis j'attends de prendre des bombes sur la figure. Et puis la deuxième chose, c'est de dire je suis un être humain, je suis doté d'intelligence, je vais essayer de comprendre, de prévoir ce qui va se passer pour m'en protéger ou protéger l'entreprise dont j'ai la charge. Alors là, ça a un peu basculé sur un point que vous aviez évoqué dans une interview à Radio Notre-Dame que j'avais aperçu il y a quelques semaines. Vous avez parlé de ce problème justement de la prise de risque et à la lumière de l'évangile des talents. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous expliquiez à l'époque sur cette compréhension de la parabole des talents? Oui, la parabole des talents est un élément central du Nouveau Testament. Après le sermon sur la montagne, le sermon sur la montagne nous annonçant 7 bénédictions, ce qui est un message très agréable à recevoir. Et puis, la parabole des talents et la parabole des mines, qui est son équivalent, donne un petit bémol qui rend la chose pas si facile. C'est-à-dire que dans la parabole des talents, Dieu confie au serviteur, en fait, confie sa vie, puisque quand on donne 10 talents, c'est l'équivalent de 3000 pièces d'or. Et on sait depuis la parabole des vignerons que
une pièce, c'est le salaire journalier. Donc globalement, pour les gens qui entendent, ils comprennent, Dieu te confie ta vie, puisqu'il te confie les revenus d'une génération ou d'une demi-génération. Face à ce problème-là, vous avez deux réactions. Vous avez une première réaction qui est une réaction d'entrepreneur normal et qui se dit je vais faire fructifier ce que j'ai reçu, quel que soit mon talent, c'est-à-dire quelle que soit la capacité que j'ai reçue, que ce soit d'être médecin, d'être financier d'entreprise, d'être paysan, pour augmenter ce qu'on m'a donné au départ et faire fructifier. Et puis, la deuxième attitude, c'est une attitude de serviteur paresseux qui dit j'ai trop peur d'exercer ma liberté et mon devoir, et je vais enterrer ce talent pour être sûr qu'à la fin des temps, je puisse le rendre à mon maître. Oui, je crois même qu'il met l'argent en banque, si je me souviens bien. Non, non, pas du tout. Il n'a rien fait parce que justement, c'est dans la réponse du maître, il dit serviteur paresseux, tu aurais pu au moins le mettre en banque. Au moins le mettre en Non, banque. il l'a enterré. Il l'a enterré. Ouais. C'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire, le serviteur a tellement peur qu'il enterre son talent pour ne rien faire de sa vie. Et le maître lui dit serviteur paresseux. Ce qui veut dire que dans la première qualité de l'être humain, c'est le travail, c'est-à-dire de faire fructifier avec ce qu'on a reçu, les dons qu'on a reçus. Alors vous avez expliqué aussi qu'il y avait une autre version qui était l'évangile des mines, la parabole des mines, qui n'est pas la même parabole des talents. Quelle différence entre les mines et les talents, c'est quoi Alors, ça? d'abord, c'est une question de monnaie. On dirait. On reste dans la question monétaire. C'est du dollar ou de l'euro. Et simplement, la parabole des mines, c'est exactement la même chose, sauf que la parabole des talents se termine très mal, puisqu'elle se termine sur une condamnation dont on ne voit pas très bien comment sortir, ce qui est très angoissant pour l'être humain, parce qu'on ne sait pas si on a été capable au cours de sa vie de valoriser les trésors qu'on a reçus. Dans l'évangile des mines, le maître dit eh bien, je vais te juger selon tes propres paroles. Tu savais que j'étais un maître exigeant, etc., etc. Ça veut dire fondamentalement que si, à ce moment-là, le serviteur paresseux, qui n'a rien fait, se jetait au pied du maître en disant « Je n'ai rien fait de ma vie, pardonne-moi », il y a une possibilité, encore dans ce cas-là, d'être pardonné. C'est-à-dire que le maître qui s'attend à ce qu'on valorise notre vie nous donne une dernière chance, au dernier moment de notre vie, d'avoir ce remords et la possibilité de compenser ce qu'on n'a pas fait par un élan du cœur qui soit suffisamment généreux pour donner accès à la vie éternelle. Voilà, donc ça c'est effectivement un éclairage assez spirituel de la problématique de la prise de risque, ce qui vous amène aussi, vous, je crois, à avoir une position assez sévère pour les situations de rente. Et vous avez, si je me souviens bien, vous avez exprimé quelque chose assez récemment lié à la politique générale même de nos banques centrales, en disant que finalement les banques centrales avaient ces dernières années encouragé la rente. Alors, là, depuis la politique du franc fort, on avait fait une politique abominable dans laquelle l'homme riche qui plaçait son argent à un intérêt, à l'époque c'était l'intérêt de 10%, alors que le taux d'inflation était de l'ordre de 2,5%, avait sur une génération la possibilité de s'enrichir énormément par rapport aux autres gens qui n'avaient pas cette chance d'avoir des capitaux, et en ne faisant rien, en ne risquant rien, il avait la possibilité de s'enrichir de manière totalement illicite et immorale. Aujourd'hui, on a une situation un peu différente. On a un système qui, à la limite, est aussi grave, dans lequel les banquiers centraux, à la suite de leurs interventions sur les marchés, et guidés par des principes soi-disant moraux,
ont tout fait pour que les banques ne prennent plus de risques commerciaux. C'est-à-dire que les wagons d'argent qu'elles ont mis sur le marché, Les wagons d'argent, vous voulez dire? lorsque les banques centrales sont intervenues massivement pour mettre des liquidités à la suite de la crise C'est ce qu'on appelle la création de monétaire. 2008 et après la crise du Covid, les banquiers centraux ont en parallèle organisé un système qui a fait que cette intervention d'ailleurs était assez peu efficace et dans laquelle, en mettant en place ce qu'on appelle les covenants bancaires, les BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4, etc., les ratios, liquidité, solvabilité des banques, ils ont interdit, est resserrée au moment ils ont interdit aux banques de prendre des risques, ou en tout cas, elles ont limité leur capacité à prendre des risques à des choses extrêmement marginales. Et donc, elles ont condamné les banques à prêter de l'argent sans risque, alors soi-disant sans risque, qu'elles prêtent aux États, mais après, elles prêtent de l'argent naturellement aux gens riches, puisque les gens riches peuvent rembourser. Donc, on est dans un système schizophrène. de la banque, là, vous êtes sévère. Le banquier ne va tout de même pas prêter à des gens qui ne peuvent pas rembourser, a priori. Aujourd'hui, il y a toujours eu, dans le métier de banquier, il a été recommandé d'être intelligent, c'est-à-dire de prendre des risques raisonnables. D'accord. Mais il était dans leur nature de prendre des risques à travers la transformation, à travers des prêts à des entreprises qui en avaient besoin. Aujourd'hui, ils sont de l'obligation morale, même déontologique, de ne prêter qu'à des gens qui n'en ont pas besoin. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient trouver quelqu'un d'immensément riche en disant, comme vous avez une immense surface, je peux vous prêter 20% de votre fortune à 0% sur 20 ans. Et donc ce système qui auto-alimente les gens qui ont des grandes surfaces financières et de manière totalement irraisonnable et démesurée aujourd'hui, organise un système qui est effrayant parce que les gens pauvres n'ont absolument pas accès à ce système de financement et les gens riches l'ont par nature et on considère que c'est même dans le rôle des banques de faire ces opérations. C'est un renversement de valeur absolument gigantesque par rapport à ce que j'ai connu. C'est la rente édifiée comme système financier. Je crois que vous avez bien exprimé le problème, puisqu'effectivement, alors aujourd'hui, on a une inversion sur les taux d'intérêt. On avait même des taux négatifs qui étaient destinés finalement à encourager l'activité, mais en réalité à décourager l'épargne. Et ça n'a pas donné de grands résultats, il faut bien le reconnaître. Globalement, le système est un système assez pervers. C'est que les institutions qui ne veulent pas prendre de risques en sont arrivées au système pervers dans lequel, avec travers les taux négatifs, elles disent aux individus prenez donc des risques si vous voulez gagner un peu d'argent, puisque en venant chez moi, vous aurez des taux négatifs. Oui, c'est ça. Et donc vous avez un système de report, de refus absolu du risque. Absolument, par le système bancaire. Par le système bancaire qui va donner des financements aux États avec l'accumulation de dettes qui sont un problème gigantesque pour les générations à venir et qui va subventionner les gens riches tout simplement parce que ce sont des gens qui naturellement peuvent repayer sans difficulté. Voilà, là, vous avez effectivement évoqué certains des gros problèmes que nous avons. Vous avez même levé le voile sur la question de l'endettement. Vous avez aussi exprimé quelque chose sur une problématique un peu différente qui vous semblait très gênante, qui était la problématique des coûts du travail et de la rémunération du travail en France. C'est un sujet sur lequel vous vous étiez exprimé en parlant des charges. Est-ce que les charges ne sont pas actuellement en train d'être révisées à la baisse? C'est une question que je me pose. C'est la question des anciennes présidentielles. Fillon avait un système totalement bouclé qui n'était pas bête, qui était de TVAiser, c'est-à-dire d'augmenter la TVA pour baisser les charges sociales. Oui. Alors elle le faisait, lui, à travers une politique de l'offre, c'était plutôt
sociale des entreprises. Aujourd'hui, on est en train de bégayer autour d'une solution en disant il faut réussir à rendre le travail plus attrayant que les systèmes d'assistance. Le problème vient du fait que pour un entrepreneur, quel qu'il soit, engager quelqu'un l'amène à dépenser un peu plus de 2 fois le salaire net que va toucher l'individu employé. Et tant qu'on sera dans un système comme ça, vous voyez bien que le coût de l'employé par rapport au salaire net que reçoit l'employé lui-même, et cette différence est tellement importante qu'elle détruit le travail, qu'elle détruit la capacité d'augmenter le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, pour augmenter le pouvoir d'achat, il faudrait que les charges salariales diminuent. Oui, oui. C'est-à-dire que pour le même coût pour l'entrepreneur, l'employé touche plus. Mais comment faire, puisque tout le système de prélèvements sociaux sert à alimenter un système général dans lequel la dépense publique au sens large, dans laquelle la dépense sociale est majoritaire, représente 58% du PIB contre 48% d'Allemagne. Vous voyez bien que la différence entre les deux, c'est une différence directe qui pèse sur le travail, qui pèse sur l'emploi. Est-ce qu'on n'a pas en face de ça un problème d'éducation et de formation? Parce que une grande partie de cet argent qui effectivement fonctionnait sur le prix du travail est normalement destiné, c'est une petite partie seulement malheureusement, à la formation des gens. Un des très gros problèmes qu'on a en France, c'est qu'on a quand même un très gros problème de formation de la main-d'œuvre. Je veux dire, vous évoquez un problème, un petit bout des solutions qui sont envisageables. Mais globalement, on est dans un système assez schizophrénique dans lequel le système français, dont tout le monde, tous les hommes politiques se gaussent, est un système dans lequel le pouvoir public donne des subventions aux individus à travers des prélèvements qui privent l'individu de revenus. Oui, c'est vrai. Et donc, vous avez un système qui remonte en fait à Giscard, qui au moment de la crise de 73, pour la rendre moins douloureuse, a créé des systèmes de protection sociale qui étaient censés être temporaires. En 73, c'était pour un an. Et qui, non seulement n'ont pas été temporaires, mais ont été multipliés dans l'avenir. Et vous voyez bien, par exemple, que dans ce que l'on vient de dire avec les chèques, l'énergie, etc., on augmente la partie subvention directe au lieu de permettre aux gens de gagner plus avec leur travail. C'est un petit peu ce qu'avait fait Sarkozy et ce que fait Macron aujourd'hui, en défiscalisant des heures supplémentaires et un supplément de charges sociales. On commence à ouvrir un mécanisme vertueux dans lequel le travail peut être directement rémunéré. Mais vous voyez bien que compte tenu de la masse des budgets sociaux, il y a un chemin fabuleux à faire et dans lequel la seule personne qui s'est vraiment penchée le problème, c'était Fillon, dans son programme, et qui prévoyait une diminution de 1% par an pendant 10 ans de la charge de l'État dans l'économie française, pour passer en 10 ans de 58 à 48. Alors ça, c'est un problème national que nous avons, mais malheureusement dans un contexte international aussi très important. Et dans votre récent article du Nouvel Économiste, vous avez beaucoup persisté sur un point que les gens ne voient peut-être pas nécessairement, qui est la prise sur la production agricole que représente l'écologie d'aujourd'hui, et face à une situation énergétique qui elle-même est critique. Alors, si vous voulez, on peut commencer soit par l'énergie, soit par l'agriculture, mais c'est intéressant que vous repreniez un peu ces éléments qui ne sont pas très réjouissants, il faut bien le reconnaître, mais
Ça m'intéresse de vous entendre et de nous les expliquer. Ça ne vous étonnez pas, je vais vous dire qu'il fait jour à midi. Donc, C'est déjà quelque chose. c'est déjà assez rassurant. Euh, Globalement, ce dont on parle, c'est alors, ce qu'on appelle pudiquement le coût du verdissement de l'économie. Alors, il y a plusieurs coûts qui se cumulent. Il y en a un d'abord sur le coût des matières premières agricoles. Euh, vous avez trois effets. Vous avez un effet qui est très direct. Lorsque on passe des hectares, par exemple cette année dans la Nièvre, on va passer 3000 hectares de la culture vivrière à la fabrication de méthane vert. Donc 3000 hectares, c'est de l'ordre de 4% de la surface du département qui ne vont plus servir à fournir de la nourriture, mais qui vont permettre de fabriquer ce méthane vert. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'on passe d'un système d'agriculture traditionnelle à un système bio, je parle ici par exemple des céréales, vous avez une diminution du rendement qui tient au fait que ça n'est pas par méchanceté ou par goût du lucre que pendant un siècle et demi, les agronomes ont, à travers des découvertes d'observation de la nature, ont introduit les engrais, ont introduit les produits phytosanitaires, la sélection des semences. C'est ce qui a permis à l'humanité de passer d'1,2 milliard d'habitants il y a 70 ans à 7,5 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces intrants ont été introduits dans la culture pour permettre de fournir la nourriture qui permet à cette humanité de vivre. À partir du moment où vous renoncez au traitement et vous renoncez aux engrais, en particulier à l'engrais azoté, vous diminuez de l'ordre de 40% le rendement d'un hectare cultivé en bio par rapport à un hectare cultivé de manière traditionnelle. Jusqu'à maintenant, ça a été un peu masqué parce que les agriculteurs bio ont eu accès à un certain nombre de déchets qui sont limités et qui ont permis de compenser, dans une certaine mesure, l'abandon des engrais, des engrais chimiques. Mais ce phénomène-là entraîne absolument arithmétiquement une diminution de la production. Alors ça, c'est en France et à l'étranger. C'est partout où les gens passent de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture bio. Et vous avez parlé aussi de méthanisation, vous parlez aussi d'éthanol. Alors, il y a un autre phénomène, c'est que comme par ailleurs les prix du pétrole et du gaz montent et que l'éthanol ne paye pas de taxes, on a intérêt à transformer de la nourriture, c'est-à-dire du blé, du maïs, etc., en éthanol, ce qui retire à nouveau une part de la nourriture nécessaire à la population. La situation est une situation qui nous prépare à une crise majeure au niveau mondial. Là, vous êtes très pessimiste, vous n'avez rien insisté là-dessus. Et je veux juste objecter, juste presque. Il y a des gens qui nous disent que si on mange de la viande, par exemple, si on ne mange plus de viande, pardon, excusez-moi, si on mange plus de viande, on va tout de même permettre de libérer beaucoup de terres qui sont utilisées aujourd'hui par le maïs pour nourrir les animaux, parce que le processus de production de viande est un processus de luxe qui consomme énormément au niveau alimentaire. Alors, ici, ça fait partie des choses qui ont une apparence de vérité éclatante. Il est certain que pour faire 1 kilo de viande rouge, il faut globalement 6 unités foragères. Une unité foragère, ça veut dire 6 kilos de blé. Donc, effectivement, vous avez un gaspillage apparent de l'ordre, parce que la viande est plus riche, mais pas de l'ordre de 4 ou 5. C'est un fait. Maintenant, il y a deux réponses. La première réponse, c'est que beaucoup de terrains utilisés pour l'élevage
ne peuvent pas utiliser autre chose parce que c'est des terrains semi-désertiques, ce sont des terrains très humides, etc. Donc, toute cette partie-là produira de toute façon la viande, les bovins ou les ovins seront des instruments de transformation indispensables. Et puis, vous êtes dans la chaîne alimentaire, vous êtes dans une chaîne naturelle dans laquelle rien ne se perd, rien ne se crée. C'est-à-dire que les animaux qui consomment du blé ou du maïs pour faire de la viande produisent des excréments. Et ces excréments sont recyclés, et donc derrière l'apparence, mais bien entendu, on va économiser. C'est tout ça que non, c'est pas vrai. C'est que si vous n'avez plus les excréments, vous n'avez plus les engrais naturels, et vous n'avez plus les rendements qui vont derrière. Donc, c'est effectivement assez fascinant parce que moi j'ai mes voisins percherons qui sont passés en vache bio, et qui nous font de très jolis tas de fumier maintenant parce qu'ils vont s'en servir pour engraisser leur terre sur lequel ce que je veux dire, c'est que la réponse n'est pas 100%. Il faut infiniment nuancer. La réponse n'est pas aussi simple de dire on supprime l'élevage et on a. Non, si on supprime l'élevage, on va un peu augmenter, mais pas autant qu'on dit. Alors ça, c'est impressionnant parce que ça nous amène à sentir une grande crise alimentaire mondiale. Vous êtes inquiétant pour dire une chose pareille. Donc c'est quelque chose que vous trouvez chez d'autres experts. Ah ben, si vous voulez, aujourd'hui, à mon grand regret, ce n'est pas l'Église catholique qui le fait, mais c'est la FAO. La FAO tire le signal d'alarme en disant nous approchons d'un problème alimentaire absolument majeur pour l'humanité, parce que si on continue à avoir une partie croissante des terres agricoles qui sont consacrées à la production d'énergie ou qui passent au bio, la quantité physique d'aliments va diminuer, ou en tout cas n'augmentera plus, pour nourrir le supplément de population auquel on s'attend dans les années qui viennent. Alors, supplément de population qui continue à grandir malgré une certaine réduction des taux de renouvellement des populations en Chine ou partout, puisqu'on a toujours... Dans les deux tiers de l'humanité maintenant sont dans des schémas de décroissance, y compris depuis quelques années l'Inde, qui n'a plus que 97% de renouvellement de sa population. Et donc, vous avez... Alors ça résout un peu le problème, quelque part, mais pas assez. Alors, ça résout le problème. Ça fait que la quantité, le nombre de populations supplémentaires va diminuer. Il n'en demeure pas moins que la quantité de nourriture va diminuer. Et lorsque le stock de nourriture va diminuer et le taux de croissance, qui est un taux de croissance, va encore exister. Si vous êtes d'Afrique, les pays musulmans continuent d'avoir 3 ou 4 enfants par femme aujourd'hui. Donc vous avez encore des zones. Et vous avez donc... il y a un problème régional de famine qui se profile plutôt, non? Oui, tout à fait. En pensant que les pays riches auront des moyens financiers plus importants que les pays pauvres, et eux ne souffriront pas de la famine. Donc les pauvres sont véritablement, vont avoir la double peine d'avoir à souffrir de la faim de manière massive, ce qui a été évité par la révolution verte, c'est-à-dire par la révolution agricole qui a permis l'augmentation des rendements. Oui, alors ça devient évidemment très compliqué. Et là, vous dites, attention, verdisation, il y a aussi des effets pervers. Mais vous savez, un système, le système vert, au fond du fond, prend sa naissance dans le Club de Rome en 1960. Le Club de Rome en 1960, déjà à cette époque-là, désigne l'homme comme l'ennemi à abattre dans la création, c'est-à-dire qu'il se fixe comme objectif de diminuer le nombre de gens sur Terre parce que ces gens polluent, consomment,
cœur du cœur de ces mouvements, vous avez des mouvements qui sont antinatalistes, bien évidemment, avec deux types de mouvements. Les premiers, qui sont des gens qui disent, avec une certaine sincérité, le monde va être totalement pollué, donc on ne va pas exposer des enfants à cette pollution. Mais les vrais de vrais disent, le monde va être pollué, et on ne va pas créer de nouveaux pollueurs dans ce monde. Oui, oui, oui. Si Mais là, c'est un procès. c'est pas un procès, c'est une réalité, Oui, mais je pense que vous avez... et elle est inéluctable. C'est-à-dire que vous mettez en place les instruments d'une famine, d'un manque de ressources, dans lequel vous n'avez pas d'autre solution que de démissionner de la population. Alors, ça, c'est un point extraordinairement pessimiste sur le problème de la rareté alimentaire qui se présente. Non, c'est pas pessimiste, c'est arithmétiquement oui, une nécessité. Là, c'est pessimiste. Et vous pensez que les efforts qui peuvent être faits par exemple, sur la consommation de viande sont ridicules par rapport aux... Non, ils ne sont pas ridicules. Mais... Ils ne suffisent pas. Voilà. Je ne caricature personne. Ne me prêtez pas de propos que je ne tiens pas. Je dis simplement que, alors qu'on pense que c'est une solution, c'est un moyen effectivement de rendre de l'alimentation primaire disponible pour la population, mais ça ne résout pas le problème. Alors, il reste un problème encore assez terrible, qui est effectivement le problème énergétique, excusez-moi, le problème énergétique, sur lequel vous apportez des éclairages qui sont là aussi rafraîchistes, si je puis dire. Vous parlez par exemple de l'hydrogène produit par l'hydrolyse sur des éoliennes en mer. Et que vous nous expliquez que ça relève tout de même du rêve debout, si je puis dire. Non, c'est pas. J'appelle pas ça un rêve, j'appelle ça un cauchemar. Je veux dire par là, je m'explique. L'hydrogène est un système de conservation d'énergie, plutôt que un système énergétique, qui est extrêmement coûteux. C'est-à-dire que pour faire de l'hydrogène, on ne connaît que deux solutions aujourd'hui. Une solution qui est de le prendre dans les raffineries, donc l'hydrogène que vous consommez place de l'Allemagne aujourd'hui en disant je suis un très bon bobo, etc., c'est du pétrole raffiné. Donc, et la deuxième, c'est faire de l'hydrogène à partir de l'hydrolyse. Vous avez un rendement, et c'est une loi des reins, c'est 16%. 16%. C'est-à-dire que vous mettez son énergie pour recevoir 16 d'énergie. Après, cet hydrogène, il faut le consommer et le transporter. L'hydrogène est un explosif extrêmement puissant. D'ailleurs, ça me stupéfie que personne ne soulève le problème de la dangerosité de l'hydrogène. Mais après, pour le transporter, par exemple, on va vouloir le mettre à 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc on va consommer à nouveau pas mal d'énergie. Et lorsque cet hydrogène va être disponible, on va l'utiliser avec des piles à combustible, qui est aujourd'hui le système que je connais le plus immédiatement disponible, mais avec des rendements de 15 à 25%. Encore. Donc, lorsque vous faites toute la chaîne, vous arrivez à une chaîne, avec quelque chose qui marche au bout, bien sûr, mais avec un rendement énergétique. Ça suppose que vous allez multiplier par 10 le prix de l'énergie actuelle. Alors ça, c'est un des exemples, mais alors vous avez aussi une analyse assez sévère sur le problème des autres énergies renouvelables. Elles ont des limites terribles. Les autres énergies renouvelables sont la plus sympa et l'énergie solaire, parce qu'il fait jour tous les jours. Donc c'est quand même rassurant.
Euh, le problème est que je n'ai pas aperçu au début, c'est que le jour n'a pas la même intensité en hiver et en été. Et par exemple, une centrale solaire a un rendement de l'ordre de 5 à 6% en décembre et de 24% en juillet. Ce qui veut dire que, on pose d'abord la question de bon sens, comment fait-on pour produire l'énergie qu'on ne produit pas pendant les mois d'hiver? Il y a un vrai problème. Il y a un véritable problème. Et puis après, c'est le problème que quand la nuit tombe, c'est-à-dire qu'un système solaire en Europe, en France, c'est de l'ordre de 1600 heures sur 8700, Oui. c'est de l'ordre de à peu près 20% du Oui, temps, oui, le caractère dans lequel vous pouvez produit. utiliser directement. À Madagascar, au centre de l'Afrique, on arrive à 3600 heures parce que vous êtes sur les tropiques, vous n'avez pas de nuages, etc. Ce qui veut dire que après ces 1600 heures, si vous voulez arriver à multiplier par 6, il faut faire 6 fois 1600 heures pour stocker. L'équivalent. Le coût du stockage coûtant à peu près la même chose que la production, vous voyez que vous arrivez à des coûts Qui vont absolument gigantesques. Donc les Allemands vous donnent un petit peu une idée, puisque l'énergie, l'électricité en Allemagne coûte 2 fois et demi plus cher qu'en France pour les particuliers, et ne va faire qu'augmenter. Donc dans tous ces systèmes, lorsque vous sortez des 15, 16, 10, 20% dans lesquels les énergies renouvelables sont parfaitement légitimes, sont rentables aujourd'hui, au-delà de ça, vous heurtez à un mur qui s'appelle le stockage, sur lequel personne n'a de véritable solution industrielle. Ce que vous venez de dire est applicable bien sûr aux éoliennes aussi. Alors les éoliennes, c'est pire parce que, par exemple, cette année, pendant le mois de janvier, il n'y a pas eu de vent. Tout simplement. Donc, alors les Allemands qui sont des anglo-saxons ont donc un maniement de dimension absolument merveilleux. Et donc, ont été obligés de produire 25% à peu près, aujourd'hui 25 à 30% de leur énergie, avec du gaz, mais le gaz n'est pas encore tout à fait là, avec de la lignite. La lignite, c'est du charbon. Le problème, c'est que le charbon donne 8000 calories la tonne, la lignite, c'est 2500 à 3000. Oui, donc faible. Oui, mais ça vous donne beaucoup d'avantages, puis ça vous permet d'enlever dans l'atmosphère beaucoup de saloperies. Beaucoup de saloperies, mais ça qui retombent sur nos voisins, par exemple. Donc, vous voyez que plus vous avancez dans un système renouvelable, plus vous avez besoin d'avoir à côté des centrales à charbon ou des centrales à gaz pour permettre de remplir les trous. Voilà. Plus des systèmes de stockage, et dans ce cas, rien n'est impossible. Simplement, il y a un coût. Donc, les gens ne réalisent pas l'importance. Dans le rapport RTE qui suppose que d'ici 2050 c'est demain, on réduise notre consommation individuelle de 40%. Alors, c'est notre consommation annuelle d'énergie. C'est ça, de 40%. De 40%. Mal Donc, globalement, en ayant abandonné nos centrales à mazout pour chauffer, en remplaçant des voitures par des voitures, etc., on aura de cette manière-là supprimé ou amoindri l'énergie carbonée. Mais par quel miracle, de quelle manière est-ce qu'on va réussir à imposer aux gens 40% de baisse de leur consommation d'énergie pour que le système qu'ils ont dessiné soit valable? Ça veut donc dire, comme on y arrivera là. L'objectif du RTE, l'objectif du travail du RTE, c'était la neutralité carbone en 2050. En 2050. Et donc, l'idée, c'est de dire, si ça peut marcher, si j'ai bien compris, avec un peu plus de nucléaire et un peu plus de renouvelables. Beaucoup plus de renouvelables, triplement de renouvelables, une augmentation du nucléaire et une diminution
de 40% de la consommation individuelle. Voilà. Et à ce moment-là, on aurait pratiquement pas de fossiles. D'après eux, on arriverait à quelque chose dans lequel on n'aurait pas besoin de fossiles. D'accord. Donc là, vous êtes assez dubitatif. Vous dites malheureusement, ça paraît peu loin. Je ne vois pas comment y arrive. On ne va pas y arriver. C'est le 40%. Outre le coût, d'ailleurs, est prévu, c'est 3% de PIB investi chaque année. Alors, cet investissement supplémentaire, oui. Et ces 3% du PIB se trouvent face à une impasse financière cette fois-ci, qui est le problème de l'endettement, c'est ça? Alors, je ne sais pas comment on se finance, mais il faut trouver dans l'épargne, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va dire, vous inquiétez pas, l'épargne privée, mais pas que l'épargne privée s'intéresse, il va falloir subventionner le prix de l'énergie. Donc ça va retomber dans le budget de l'État, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, par exemple, même l'énergie photovoltaïque est achetée à 10,5 centimes le kilowattheure, alors que la pauvre EDF est obligée de vendre la moitié de sa production à 4 centimes à ses concurrents. Donc, vous voyez bien que toutes ces choses-là sont extraordinairement complexes et qu'on les voit de manière très parcellaire. Je ne sais pas s'il faut les faire ou pas faire, ce n'est pas mon sujet, mais mon sujet, c'est de dire on est en train de mettre en place une machine infernale qui va coûter des fortunes et les gens ne sont pas du tout prêts à faire des efforts pour y parvenir. Rappelez-vous que quand on a augmenté le prix du gazole de 3 centimes, ça a créé les gilets jaunes. Oui, c'est vrai. Alors ici, ce n'est pas d'augmenter de 3 centimes, il s'agit de tripler le prix du gazole. Je ne sais pas comment on y arrive en dehors de système coercitif très redoutable. Oui, donc là, vous êtes relativement méfiant. Oui, alors, ça reste, il me reste à vous interroger sur un message que vous puissiez avoir pour nos investisseurs, parce qu'évidemment, nous avons des sociétés qui sont cotées, qui sont dans ces différents secteurs, qui sont plus ou moins attractives, qui correspondent plus ou moins qui répondent plus ou moins à cette problématique terrible du problème énergétique et du problème alimentaire. Est-ce que vous avez des investissements qui vous semblent particulièrement opportuns aujourd'hui à recommander? Quel est votre sentiment sur l'ensemble des valeurs qui peuvent se présenter, françaises ou étrangères d'ailleurs, pour nos clients, si je puis dire? Je vous répondrai par le dicton, l'homme n'est ni ange ni bête, le drame, c'est que celui qui veut faire l'ange fait la bête. Je veux dire par là que, vous voyez par exemple, qu'en ayant entraîné les compagnies pétrolières à arrêter les investissements dans la recherche de pétrole et surtout de gaz, vous avez abouti à un système dans lequel les volumes de production ne sont plus et ne seront plus à la hauteur des besoins de l'humanité. C'est-à-dire que les prix vont augmenter, ça va participer à la réduction de la consommation aussi. Oui, mais il y a peut-être des solutions naturelles qui viennent aussi du fait que la hausse de l'énergie, du prix de l'énergie, va se traduire par des comportements beaucoup plus économes, peut-être. Est-ce que ça ira jusqu'à 40%? C'est peu probable, c'est certain. Mais regardez la modification, regardez Jean-François, la modification de comportement des Parisiens, par exemple, avec leur voiture. Moi, je suis fasciné de voir que je me promenais hier dans mon quartier, il y a plein de places de parking. Un parking qui d'habitude est très payant, mais il y a beaucoup moins de voitures à Paris. Alors, on peut critiquer, c'est pas la question, mais objectivement, il y a des modifications de comportement qui font que, par définition, on pourrait arriver tout de même à une forme de sobriété. Je ne veux pas être plus optimiste que ça. Non, mais le fait que tout fait varier le moulin. La solution à long terme est l'addition de tout ce qu'on peut faire au niveau individuel, au niveau collectif. Et bien évidemment, ça fait partie des choses qui ont un impact, qui ont un impact positif sur la quantité de CO2. Les gens qui vont à bicyclette ou à pied ne consomment plus de CO2.
Oui, d'accord. Et c'est bien. C'est bien. En tout cas, c'est en ligne avec l'objectif. Mhm. Et question aussi qui me tarabustait. Vous savez que moi j'ai donné une partie de mon existence professionnelle au vote de l'actionnaire. Les investisseurs qui sont nos adhérents, si je puis dire, gèrent des portefeuilles. Est-ce que vous considérez que la mobilisation des minoritaires peut améliorer certains comportements? Ah, depuis l'origine, on ne peut qu'applaudir le fait que les actionnaires prennent le pouvoir dans une entreprise et que tous les actionnaires donnent leur mot, c'est important. Il faut simplement que ça ne soit pas manipulé. Oui. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'apparition des activistes, etc., dont l'action n'est pas forcément à tous les coups bénéfique pour l'entreprise, on touche la limite. C'est-à-dire le fait que les actionnaires prennent en main la destinée des entreprises me paraît être une chose absolument saine, et qu'ils soient éclairés pour le faire me paraît extrêmement important. Après, et qu'ils soient surtout, surtout qu'ils soient capables de poser les bonnes questions et d'exiger des réponses. Que les dirigeants de l'entreprise ne soient pas des dirigeants de droit divin qui ont le pouvoir de vie et de mort sur les employés et sur l'entreprise, contrairement sur les actionnaires, me semble être absolument souhaitable. Vous ajoutez un point qu'on oublie toujours, c'est qu'il n'est pas la possibilité d'abuser aussi du bien de l'entreprise. Ce qui est une chose que j'ai bien connue. À la limite, ça va sans dire, bien évidemment. En dehors, en plus de ces choses qui sont. Parce que ces choses dont je parle sont des choses qui sont pénalement non classifiées. Oui, mais la loi n'étant pas appliquée en France de toute façon. Mais donc, le fait que les gens soient dictatoriaux dans la vie de tous les jours, prennent des décisions sans avoir vraiment réfléchi, ne sont pas l'objet de sanctions pénales, elles sont l'objet de sanctions dans les assemblées générales. Et c'est pour ça qu'elles existent, et c'est pour ça que le fait d'éclairer les actionnaires me semble être un devoir de la part des gens qui ont la possibilité de le faire. Oui. Donc, que nos clients, effectivement, que nos adhérents soient effectivement actifs dans ce domaine, nous paraît une bonne chose. Absolument, et que vous passiez vos soirées à travailler sur la question me paraît absolument simple. Ah, c'est terminé. Bon, Jean-François, ça risque de vous éviter à la fin de vos jours de vous entendre serviteur paresseux. Vous êtes trop gentil. En tout cas, non, mais je voulais vous remercier, en tout cas, au nom d'Ethic Investissement pour ce temps que nous avons passé ensemble. On a brassé, avec un désordre que je vous prie d'excuser, toute une série de sujets, mais qui donnent un peu l'idée de votre message. Et je crois qu'effectivement, vous ne voulez pas qu'on se nourrisse d'illusions, et vous nous apportez effectivement un éclairage exigeant et profond. Je vous en remercie beaucoup, Jean-François. Merci à vous. Et j'espère à d'autres occasions. À bientôt. Merci encore. Au revoir, chers amis. Au revoir.